qui est la Constitution, notre Constitution. Mais c'est vrai que quand on m'a demandé de préparer quelque chose sur ce sujet, j'étais un peu embarrassé. Non pas parce que le sujet était en soi difficile, c'est vrai, c'est un sujet difficile, mais c'est juste la présence dans le libellé du concept de sécurité nationale, qui est un concept juridiquement qui n'est pas très bien reçu en droit sénégalais. En fait, il y a trop peu de textes qui parlent de sécurité nationale. En droit, les expressions, les mots ont leur sens. Mais néanmoins, je vais quand même tenter de vous faire une présentation de ce que j'ai compris du sujet. D'abord, vous l'avez dit, il s'agira pour moi de faire un rappel important du texte constitutionnel, qui est donc l'article 8 de notre Constitution. Je suis obligé de lire l'article 8, pas peut-être entièrement, mais en tout cas quelques passages qui me semblent intéressants pour nous. Que dit l'article 8? L'article 8 nous dit que la République du Sénégal garantit à tous les citoyens les libertés individuelles fondamentales, les droits économiques et sociaux, ainsi que les droits collectifs. Ces libertés et droits sont notamment les libertés civiles, politiques, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de la presse, la liberté d'association, etc. Le droit à l'information plurielle. Dernier passage, ces libertés et ces droits s'exercent dans les conditions prévues par la loi. Ces libertés et ces droits s'exercent dans les conditions prévues par la loi. Voilà ce que nous dit la Constitution à propos de la liberté d'expression. Justement, le législateur, la loi, est venu, par le pouvoir que lui confère la Constitution, prévoir plusieurs limites à la liberté de la presse dans différents textes, dont, pour l'essentiel, le Code pénal, le Code de procédure pénale et notre Code de la presse. Et donc, par rapport à ces textes-là, on va voir ensemble le contenu du Code pénal et du Code de procédure pénale. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le Code pénal, effectivement, on ne parle pas de sécurité nationale. Mais ce dont on parle dans le Code pénal, ce sont des valeurs qui touchent un peu à la sécurité nationale. Parce que dans le Code pénal, on parle de secret de défense, secret de la défense nationale. On parle de défense nationale. On parle de sûreté de l'État. D'accord ? Et toutes ces notions-là, quelque part, touchent un peu à la sécurité nationale. Mais il faut bien comprendre, ça n'est pas dit, ça n'est pas posé explicitement dans le Code pénal. Maintenant, par rapport à ces notions que je viens d'évoquer, que dit le Code pénal à propos justement de la défense nationale et du secret de la défense nationale? Il y a l'article 58 qui parle de trahison par divulgation d'un secret de la défense nationale à une puissance étrangère. Cette trahison, elle est punie de travaux forcés à perpétuité. Travaux forcés à perpétuité. Article 58, limite de la liberté de la presse. Article 62 du Code pénal, la communication au public ou même la simple possession sans intention de trahison ou d'espionnage d'un secret de la défense nationale ou une information ou support dont la connaissance pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale est puni de la détention criminelle de 5 à 10 ans. Détention criminelle de 5 à 10 ans. Article 5. Article 64 du Code pénal. Communication au public ou à une personne non qualifiée, sans intention de trahison ou d'espionnage, d'une information militaire non rendue publique par la hiérarchie, par l'autorité compétente, et dont la divulgation est manifestement de nature à nuire à la défense nationale, ça, c'est puni d'un emprisonnement d'1 an à 5 ans. Et enfin, je pense que cet article-là, vous le connaissez très bien, et d'ailleurs, je lève la confusion, c'est l'article 80,
qui ne vise pas à réprimer l'offense au chef de l'État, mais qui vise à réprimer un autre délit. Article 80 nous dit quoi? Problématique. Les autres manœuvres et actes de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves, à enfreindre les lois du pays, sont punis d'un emprisonnement de 3 ans au moins et de 5 ans au plus et d'une amende de 100 000 à 1 500 000 francs. Voilà, si vous voulez, les principales infractions que l'on peut souligner et effectivement par lesquelles on peut venir limiter le travail des journalistes et même emprisonner le journaliste. Alors la question principale, c'est celle-là. Est-ce que la loi a entouré la protection de ses intérêts collectifs fondamentaux de garanties suffisantes et effectives contre leur abus, leur usage abusif, le recours abusif? Est-ce qu'il y a des garanties pour empêcher le recours abusif à ces notions? Ça, c'est une question fondamentale qu'il faut poser. Et ça n'est pas souvent abordé dans notre pays parce que les gens sont un peu frileux. Quand il s'agit de défense nationale, de secret de la défense nationale, les gens ne veulent pas en parler parce que c'est trop sacré, etc. Mais néanmoins, il faut le dire, et d'ailleurs il y a des initiatives sur le plan international qui montrent la pertinence justement de questionner ces notions-là. Parfois, bien souvent, on peut instrumentaliser ces notions-là pour faire taire la presse, pour emprisonner les gens, des journalistes, etc. Rien que se référant au principe de Théouamé, en Afrique du Sud, fondamental, qui pose le débat ouvertement. C'est vrai qu'il faut parler de secret de défense nationale, c'est vrai qu'il faut parler de la défense nationale, ce sont des valeurs sacrées. On a besoin de ça pour constituer une société paisible. Mais elles peuvent faire l'objet de recours abusifs. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il y a une autorité indépendante qui est chargée justement de contrôler cela? Est-ce que l'autorité judiciaire peut être saisie en dernier ressort en cas d'abus, de recours abusif? Voilà des questions qu'on peut se poser. Il faut finalement, si on veut vraiment, si on tient véritablement à l'effectivité de la liberté de la presse, on est obligé de se poser ces types de questions. Voilà. Et pour moi, justement, une autre question, comment faire pour rendre compatibles les infractions que je viens de vous citer avec le droit à l'information, garanti par la Constitution? Comment faire pour rendre compatibles ces infractions-là avec le droit à l'information? L'intervention du juge, qui est le gardien des libertés, le juge, doit justement consister à répondre à cette question redoutable. Il appartient au juge de répondre à cette question, de faire en sorte que ces infractions-là soient compatibles avec l'exercice effectif de la liberté de la presse. Alors, ça, ce sont les dispositions pénales. Maintenant, effectivement, en dehors des dispositions pénales, il y a des dispositions de type administratif, qui relèvent de la police administrative. Ça, c'est le code de la presse de 2017. En fait, le code de la presse a élargi, en cas de et retenez bien cette expression, en cas de circonstances exceptionnelles, les pouvoirs de police de l'autorité administrative compétente lorsqu'elle fait face à une atteinte ou à une menace d'atteinte à la sécurité de l'État, à l'intégrité territoriale, ou à une incitation à la haine, ou en là, et si vrai que pour savoir si la liberté, si la presse est libre chez un tel peuple, tel ou tel peuple, nous ne songeons pas à nous enquérir de la loi qu'on lui applique, mais nous demandons tout de suite et d'instinct qu'il la juge. Espérons que le juge saura être intransigeant pour rendre compatibles ces restrictions avec l'exercice effectif de la liberté de la presse. Je vous remercie de votre attention. Ces libertés s'exercent, vous l'avez rappelé, dans les conditions prévues par la loi. Des limites sont posées par le code pénal, le code de procédure pénale et le code de la presse. Dans le code pénal, on parle plutôt de défense nationale, de sécurité de l'État, mais on ne parle pas de sécurité nationale.
Vous avez cité plusieurs articles du Code pénal avant de poser la question suivante. Y a-t-il des garanties pour empêcher le recours abusif à ces textes? Et vous ouvrez la réflexion. J'espère que le public a bien noté et a commencé à réfléchir dessus. Y a-t-il des garanties pour empêcher le recours abusif à ces textes? On peut réfléchir sur ces recours abusifs. Est-ce que l'autorité judiciaire peut être saisie? Comment faire pour rendre compatibles ces limites avec le droit à l'information? Pour vous, et vous insistez dessus jusqu'à la fin de votre présentation, y compris dans votre conclusion, il appartient au juge d'y répondre. Vous évoquez ensuite les dispositions administratives en vous référant au Code de la presse. En cas de circonstances exceptionnelles, le champ d'intervention de l'autorité administrative est élargi. L'autorité administrative peut arrêter un programme, peut décider d'arrêter un média et fermer une entreprise de presse. Mais il y a des garanties contre le recours abusif. Là, c'est seulement en période exceptionnelle, état d'urgence, état de siège. Deuxièmement, la décision doit être écrite et motivée, puis notifiée aux responsables de l'entreprise de presse pour permettre un recours. Parmi ces recours, vous avez cité la voie de fait. Le recours est possible dans ce cas. Et donc, vous concluez, comme je l'ai dit tout à l'heure, en vous posant encore une question. Est-ce que ces garde-fous sont suffisants? Et encore, vous insistez, il appartient au juge de donner un sens à la liberté de la presse. Est-ce que j'ai bien résumé vos propos? Très bien. Donc, on va poursuivre. J'ai essayé de revenir à mes premières amours, le journalisme que j'ai quitté depuis 11 ans maintenant. Bon, on va maintenant... Il y a une question qui me taraude, moi, c'est que depuis 30 ans qu'on célèbre cette journée de la presse, il y a eu des avancées au point de vue démocratique, on l'a vu. Docteur Célessec a rappelé les conventions internationales, etc., et les progrès qui sont faits dans les constitutions nationales pour intégrer au corpus juridique cette liberté d'expression, cette liberté de presse, cette liberté d'opinion. On a des avancées, mais on a aussi une crise. On a une crise importante. Et parmi les causes de cette crise, je me demande si ce n'est pas parce que le modèle des entreprises de presse a changé, le modèle économique. Et là, je me tourne vers Maktar Sylla, qui est docteur ès lettres, angliciste, juriste, mais surtout dans cette discussion qui nous intéresse, Maktar Sylla a été et est toujours le dirigeant de grosses entreprises de presse. Il a dirigé au Sénégal la RTS, la radio-diffusion télévision du Sénégal, au Cameroun, il a dirigé des groupes de presse, il en a dirigé au Gabon, il a dirigé TV5, et aujourd'hui, il est à la tête de Label Média, plus Sassou, société éditrice de Label TV, qui est un organe panafricain, Suniou Label TV et Label Radio. Maktar Sylla, est-ce que vous pouvez répondre à cette question que je viens de poser? Le modèle des entreprises de presse, est-ce qu'il n'est pas mis en cause? Le constat et le rapport, notamment fait par Reporters sans frontières annuellement, le rapport qui est aujourd'hui sur la place publique, où on se rend compte que les pays dits un peu du Nord, comme la Norvège, la Suède, etc., sont toujours en première ligne. Ce n'est pas très étonnant parce qu'un pays comme la Suède, dès 1766, a eu sa première loi sur la liberté de la presse. Donc avant la décade de 1789. Une solution définitive, il n'y aura pas de solution définitive. Il n'y a aucun pan, aucune activité de la vie humaine qui peut avoir une solution définitive. Des problèmes se poseront, il y aura plus, il y aura moins, nous espérons qu'il y en aura moins, mais c'est en fonction de tout un environnement politique, démocratique, sociologique, du rapport des forces en présence qui feront qu'effectivement les choses peuvent évoluer dans un sens ou dans un autre. Parce que les journalistes sont sur le terrain des opérations, ils sont là partout. Dans une simple manifestation aujourd'hui, vous allez couvrir une manifestation, des grenades lacrymogènes peuvent tomber n'importe où, n'importe comment. Un journaliste qui n'est pas partie prenante de qui ou de quoi que ce soit, sauf de faire son job, comme l'a dit Asma Demba, ben, se retrouve comme ça entre deux feux, et puis voilà. Donc, c'est tout un processus.
Et je crois qu'il faut le mettre peut-être en corrélation avec tout ce qui se passe de manière générale en Afrique, où vous avez, au-delà des principes universels, vous avez des situations qui sont très différenciées d'un pays à l'autre. L'exemple de la Côte d'Ivoire a été, comment dire, posé sur la table. Là également, il y a une douzaine d'années, sur une mission sur un projet financé par l'Union européenne. J'ai intervenu en Côte d'Ivoire, aussi bien pour la radio, la télé que l'agence ivoirienne de presse, pour effectivement projeter un certain nombre de choses dans l'avenir. Et je pense que la question vraiment fondamentale tourne autour, c'est l'architecture institutionnelle. Qui prend, c'est les lois, c'est la constitution, c'est toutes ces choses-là. Asbadeba le dit, il le dit de manière que dans la loi, vous n'en avez rien à faire. Parce que ce qu'il dit, il y a quelque chose qui est fondamental. La loi, c'est vrai, elle s'impose un peu à nous tous, mais dans la pratique et dans la manière dont ça s'exerce, et je pourrais vraiment apprécier, il faut vous donner des exemples. Le Guardian et l'Observer, il y a quelques années, en Grande-Bretagne, où cette question-là, parce qu'un livre avait été sorti par White, qui mettait en cause un certain nombre de gens qui étaient dans les renseignements généraux. Le livre a été publié aux États-Unis et dans d'autres pays, y compris en Grande-Bretagne. Le Guardian et l'Observer ont voulu reprendre les articles, ils les ont finalement même repris, et le gouvernement britannique a voulu rester en justice. Dans ces cas-là, il y a deux notions du juridique, c'est la légitimité et la nécessité. Je crois que c'est les points sur ces questions-là. Le temps ne nous le permet pas, mais on aurait pu développer. Parce que tout ça, y compris dans le cadre de la loi, est encadré. L'État ne peut pas faire tout ce qu'il veut. L'État lui-même est soumis à la loi. Et il y a des dispositions, effectivement, auxquelles on ne peut pas déroger. Donc, la question de la dépénalisation, couteau à double tranchant, peut-être oui, le débat est posé. Mais moi, je crois fondamentalement, et je reviens sur ça, si on va dans les assises des médias, qu'on fasse toutes ces réflexions, avec toutes ces contributions qui sont faites, des doyens, des jeunes, des autres, etc., ouvertes à la société, dans sa pluralité, on peut arriver à un consensus fort et un modus operandi et un modus vivendi. Cela est possible et je crois que c'est vers ça qu'il faut aller. Tant que cela n'est pas réglé, la position du correct, mais ça peut se régler d'un point de vue institutionnel. Il suffit que la loi sur la régulation donne à l'autorégulation tous ses pouvoirs, ses pleins pouvoirs, en disant lorsque le correct prend une décision, que ça revient 2-3 fois sur le même organe, et la force de loi et l'autorité de régulation l'appliquent forcément, y compris dans les sanctions, y compris pécuniaires, qui peuvent même revenir au correct. Donc je pense que c'est cette réflexion-là qu'il nous faudra avoir. Et vraiment, moi, je prêche pour que ces assises des médias se tiennent. J'étais dans plusieurs pays comme le Cameroun, le Gabon, etc. Ça s'est fait. Et ça a permis aujourd'hui, ces pays-là sont devant le Sénégal en termes de classement. Donc, véritablement, je pense qu'il faut qu'on aille un peu dans ce sens-là. Et pour les journalistes qui véhiculent des opinions, etc. Moi, je le dis très souvent, aujourd'hui, il y a à boire et à manger. Entre les types des réseaux sociaux, tous les pourvoyeurs de contenu, les gens qui fabriquent leur contenu, qui ne sont formés nulle part, parce qu'on va avoir du buzz, parce qu'on vous dit que si vous avez un certain nombre de YouTube, sur YouTube, etc., de vues, etc., vous avez des clics, tout, vous allez être payé, vous allez avoir de l'argent, etc. Tout le monde s'y met. Tout le monde s'y met. On a un foisonnement de contenu qui sortent à gauche, à droite, de nulle part. Là également, c'est une question de régulation et de formation, également d'organisation de la profession en tant que telle. Des efforts sont faits, l'exemple de la carte de presse. Moi, je crois que tout le monde doit s'y conformer. Moi, je suis allé, j'ai demandé ma carte de presse. Donc, c'est ça, que tout le monde se soumette de manière humble, tout ça, à cet exercice qui permet de savoir qui est qui dans la profession. Quand on dit journaliste, ce n'est pas seulement les journalistes, ce sont aussi ces techniciens-là, ceux qui sont également dans nos entreprises et tout. Donc, je pense qu'il faut effectivement que cela puisse être fait et dit. Mais beaucoup d'aujourd'hui, y compris sur les chaînes de radio, de télévision, etc., ne sont pas des analystes. C'est du warsa khalat. C'est des warsa khalastistes ou warsa khalateurs. Absolument. Qui disent des trucs. Chacun dit ces trucs qui sont dans des opinions, qui sont dans des véhicules. Donc c'est différent. À ne pas mettre sur le même registre que des journalistes d'investigation qui ont un parsus, qui ont des méthodes, qui ont des recoupements, qui ont quelquefois des documents, y compris même eux, quelquefois ils ont des choses qui ne sortent pas au nom de la loi, mais au nom de la déontologie. Et je pense d'ailleurs au moment où nous sommes là en ce moment, tout ça, moi je pense aujourd'hui pourquoi on ne ferait pas instituer au Sénégal un prix de l'éthique et de la déontologie baptisé Blaise Camara. Voilà peut-être une première réaction, mais honnêtement je pense qu'il faut mettre de l'ordre dans la profession.
Les gens sont libres d'analyser, les gens sont libres de donner des points de vue, de commenter, etc. Mais tout ça doit se faire dans des cadres très précis et de manière professionnelle. Miguel peut revenir sur des choses qu'elle a faites ou d'autres, etc. On a parlé d'Amadou Mbaye-Loum, à qui on rend également hommage, qui a fait des choses extraordinaires au niveau de l'armée. Pourquoi pas revenir vers la notion de l'émission qu'il y avait sur la RTS, l'armée-nation, mais cette fois-ci qui est une initiative de l'armée, qui l'ouvre à tous les médias, y compris les sites, les médias électroniques, les photographes, tout le monde, et que cette initiative-là soit partagée, que ce soit une émission hebdomadaire avec des gens d'origine diverses, etc., et qu'il soit une véritable sorte un peu d'espace, d'échange, de réflexion, de renforcement, de communion entre l'armée-nation et l'ensemble de la société, au-delà des médiateurs et des pourvoyeurs d'informations que nous sommes. Je pense qu'il y a des choses comme ça qui peuvent être véritablement mises en place. Et enfin, on aurait pu dire tellement de choses au niveau de la liberté d'expression, des exemples qui se passent, parce qu'on n'est pas également dans un îlot clos. Il y a des règles et des pratiques internationales qui font que même lorsque ce sont des informations dites sensibles, dès qu'elles tombent dans le domaine public, elles ne sont plus des informations sensibles. Le colonel l'a dit à un moment, il y a des choses, quand on est dans des périodes de troubles, dans des périodes de tension, etc., au moment des opérations, d'accord, mais après, ça tombe dans le domaine du public. Et quelquefois, le journaliste qui est aujourd'hui encarté, embedded, comme disent les anglophones, comme il a dit, dans les trucs, comme vous l'avez dit, ils sont encadrés, etc. Mais ils ont intérêt quelquefois à ne pas dire cette chose, parce que si certaines informations parviennent et peuvent créer effectivement une question de sécurité, lui-même qui est là au sein des troupes, sa propre sécurité est engagée. On sait aujourd'hui aussi que beaucoup de journalistes dans ce pays ont eu des rencontres, ont eu des informations, ont plein de choses. Ah, cela a dit tout à l'heure, il a donné certains exemples, mais il y en a d'autres, plein d'autres, de journalistes qui ont des informations qui ne sortiront jamais sur la place publique. Donc je pense que c'est une question de responsabilité, parce qu'en définitive, nous sommes dans la même société. Si on n'a pas la paix, et il faut que les gens se rendent compte que la paix est une denrée essentielle. Moi, j'ai eu, pendant le truc de la Côte d'Ivoire, entre les 3 présidents, j'étais en Côte d'Ivoire. J'étais en Côte d'Ivoire, au bord de la lagune, dans un hôtel où j'ai vu des gens qu'on a jetés dans la lagune. J'ai vu des tirs, j'ai vu des gens tomber, morts, etc. J'étais au Kenya quand il y a eu l'attentat contre l'ambassade des États-Unis. À l'époque, j'étais à Africa Online, ainsi de suite, ainsi de suite. Quand, en Mongolie, il y a quelques années, dans une intervention, dans une mission de consultance, où il y a eu des... Quand vous êtes dans un pays où cela se passe véritablement, vous êtes dans une situation de tension extrême, vous faites attention à tout pour préserver la paix. Et ça interpelle tous les acteurs, les médias en sont, l'État en est un, les partis, quels qu'ils soient, en sont partie intégrante. Et c'est dans ce processus qu'il faut s'engager, parce que sans la paix, aucune émergence n'est possible, aucun développement n'est possible. Et redonner sa place à l'entreprise de presse, je suppose privée, Magda? Public et privé. C'était un peu pour... Public et privé. Très bien. Je n'ai rien omis. Bon. Donc, on va poursuivre et pour conclure avec le colonel Wardini, qui a été le directeur de la DIRPA, c'est la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Colonel Wardini va nous mettre vraiment dans le sujet qui est liberté d'expression et sécurité nationale. La presse, c'est un honneur pour moi d'être là en tant qu'ancien DIRPA, donc militaire. Je sais qu'en cette journée-là, depuis ce matin, quand je regardais la presse, les revues de presse partout, on parlait de cette journée-là, les journalistes arrêtés à gauche, à droite, les journalistes, la pression sur les journalistes tués ici, tués sur les champs d'opération. Je sais que c'est un sujet qui vous tient beaucoup à cœur parce que vous aimeriez bien, je crois, pouvoir faire votre travail très correctement, avec le maximum d'efficacité, sans pression aucune. Mais comme l'a dit M. Seck tantôt dans son introduction, il a dit que tout est dans le juge. Je crois qu'il a bien dit. Hein? Et je crois que Matar également est revenu, après avoir parlé de l'environnement, il a parlé en quelque sorte de la menace même qui pesait sur les entreprises de presse. Et c'est par là que je voulais aborder mon intervention en vous rappelant que il est clair, il est sûr que l'État ou bien le gouvernement est à lui seul
c'est à lui seul qu'il incombe la responsabilité définitive de la sécurité nationale. Et donc, seul le gouvernement est en position d'affirmer qu'une information ne doit pas être divulguée si elle est susceptible de nuire à la sécurité nationale. On parlera beaucoup de sécurité nationale ici. C'est quoi la sécurité nationale d'abord? La sécurité nationale, à mon avis, d'après les recherches que j'ai faites et vu mon expérience là-dessus, c'est brièvement développé comme défini comme l'ensemble des moyens, institutions, doctrines, activités, ressources, de nature civile et de nature militaire, mis en œuvre par un État pour protéger ses intérêts nationaux essentiels, que ce soit en temps de paix, en guerre ou en temps de crise. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte et c'est important de le dire dès le début. Pour un gouvernement, il est difficile de trouver un équilibre pour le gouvernement et même pour les presses. Il est vraiment, je crois, difficile de trouver un équilibre entre la sécurité nationale et le droit à l'information. C'est un peu difficile et vous le vivez tous les jours, vous le vivez sur le terrain, tout simplement parce que dans certains pays, le juge, comme disait M. Seck tout à l'heure, est souvent taxé. S'il n'est pas taxé, il fait preuve d'allégeance envers le gouvernement. Surtout quand on invoque la sécurité nationale. Dès qu'on parle de sécurité nationale du terrorisme, le juge est prompt à s'aligner vers le gouvernement, donc au détriment de la presse qui veut informer. Alors que vous voulez informer et vous devez informer. Le public a besoin d'être informé et l'opinion publique a besoin d'être informée. Donc vous, votre rôle, c'est de l'informer. Mais le risque est là. Comme il a dit, tout est dans le juge. Il y a des débordements, des fois, qui sont appelés débordements par une partie, la partie gouvernementale, que la presse n'appelle pas débordement. C'est votre travail normal. Et souvent, vous allez voir pendant toute votre carrière de journaliste, vous allez avoir à vous frotter un peu avec les forces de sécurité, avec la loi, avec les institutions gouvernementales, alors que vous êtes en train de vouloir faire votre travail. Dans cette affaire-là, ce que je peux vous dire en tant qu'ancien DIRPA, de par mon expérience, c'est surtout, il faut savoir, vous les jeunes journalistes, que tout est question de crédibilité, dans le premier temps. Crédibilité, il faut savoir ce que vous dites, il faut savoir avoir des preuves de ce que vous affirmez, vérifier les informations, ne tombez pas dans le coup des diffamations à gauche, à droite, ça ne vous valorise pas, ça ne vous grandit pas. Vous voulez informer le peuple, c'est votre devoir, nous avons besoin d'être informés, informez-nous juste. Si vous n'avez pas la bonne information, ce que je vous demande, c'est d'aller vers la source, prenez votre temps, mais quand même donnez une information que vous pourrez défendre demain. Je vous le dis parce que dans beaucoup de pays, les journalistes sont arrêtés, sont emprisonnés, sont pour diffamation, pour autres, sont même menacés de mort. Et je ne vous souhaite pas cette affaire-là. On a parlé des textes, vous les avez appris à l'école, c'est largement revenu sur les textes législatifs qui encadrent la liberté de presse, mais la liberté de presse ne veut pas dire également dire ce que l'on veut au détriment de l'intérêt national. C'est vrai que également les gouvernements n'ont pas à toujours s'épancher sur la notion, le concept de sécurité nationale pour couvrir beaucoup de choses, pour camoufler des choses. On a besoin de ça, le public a besoin de ça. Dans un État démocratique, l'opinion publique a besoin de savoir, pour mieux d'ailleurs contrôler l'action gouvernementale dans un pays démocratique. Est-ce que ça se passe comme ça tout le temps? Ça peut se passer de toute façon au niveau du Sénégal. Les chefs d'État qui sont passés, que ce soit Wade, que ce soit Diouf, que ce soit Macky Sall, chacun a montré sa volonté d'accompagner la presse. Mais on voit ce qui se passe des fois sur le terrain. Qui a tort, qui n'a pas tort, c'est tout un problème. Donc ce que je veux vous dire ici, c'est que en matière de communication, moi je suis dans l'armée et je suis sûr et certain que si j'étais invité à ce panel-là, c'est pour vous permettre d'avoir une meilleure idée de comment travailler avec les forces de défense et de sécurité. Et ça, je crois qu'on l'a fait depuis longtemps. Ici, parmi vous, il y a des stagiaires, il y a des journalistes qui sont de grands patrons de presse aujourd'hui, qui ont même eu à travailler avec l'armée. Je ne demande pas
de vous socialiser avec l'armée. Je ne vous demande pas de vous socialiser même avec les institutions gouvernementales. Je vous demande quand même de comprendre comment fonctionnent les institutions, quels sont les risques que vous encourez si vous dites des choses dont vous n'avez pas les preuves, et comment vous devez vous comporter pour faire effectivement et très bien votre travail. On a eu des journalistes ici, de grands renom, les Meiloum et consorts. Je ne vais pas dire qu'ils ont été corrompus, pourtant ils ont travaillé avec l'armée pendant longtemps, parce qu'ils ont été à un certain moment même habilités à travailler. Il y a la question d'habilitation pour rentrer dans les affaires du gouvernement ou bien dans les affaires de l'armée pour travailler avec eux, savoir comment ils vivent, comment ils travaillent, comment ils... Parce que c'est important. Si vous voyez la guerre aujourd'hui en Ukraine, il y a des choses qui sortent. Est-ce que c'est du ressort de la sécurité nationale quand on parle de chars, d'effectifs? Je ne crois pas. Mais il y a des choses qui ne sortent pas, qui sont gardées secrètes, qui sont classées secrètes. Et pendant une bonne période qu'elles sont classées secrètes, ne sont pas divulgables. Même si vous avez cette information, vous ne pouvez pas le divulguer parce que c'est en cours d'opération, c'est en cours, on ne peut pas en parler. Une fois que maintenant la période d'opération, bien la période de classification est dépassée, elles vont être déclassifiées et vous les saurez de toute façon. Et aucune vérité ne restera gardée éternellement. Vous les saurez tôt ou tard. Mais des fois, il y a des choses qu'on ne peut pas dire rapidement sur le terrain. Par exemple, pour nous les militaires, qui allons sur le terrain, même si ce n'est pas sur le terrain, la crise ici au niveau du Sénégal, avec les partis politiques, vous êtes sur le terrain, vous êtes en train de communiquer. On a vu des Walfadjri à Mbacké, je crois. On a vu des organes de presse qu'on a arrêtés. Tout ça parce qu'il y a une façon de procéder qui n'a pas été respectée par les deux parties. Nous, dans l'armée, on nous appelle la grande muette, mais moi je refuse ce terme-là. On parle, on communique, on donne des communiqués de presse, on invite, on reçoit des journalistes dans nos camps militaires pour une imprégnation d'une semaine, 2 semaines. Ils travaillent comme ils voient comment on vit, comment on dort. Ils connaissent tout et on leur explique ce que c'est que la République, ce que les institutions et comment on compte travailler. Et une fois qu'ils ont acquis cette façon de travailler-là, en respectant nos principes pour au moins sécuriser nos troupes et nos opérations sur le terrain, là, vraiment, vous rentrez dans les rangs. Ce n'est pas qu'on vous corrompt, on ne vous corrompt pas. Mais on ne peut pas permettre à un journaliste, quel qu'il soit, libéral qu'il soit, d'être parmi nos rangs ou bien dans la crise et en train de filmer en direct et de dire, voilà, il passe à gauche, il passe à droite, révéler les couloirs logistiques de nos forces pendant qu'on est en guerre ou en crise avec l'autre. Vous révélez ces choses-là, vous nous exposez. Vous exposez nos opérations, ça vous devez le comprendre. Je ne vous dis pas de ne pas parler, mais il serait bon, et j'encourage tout le monde, le CORES et toute la CAP, si vous pouvez encore essayer de voir avec les forces de défense et sécurité, un modèle de collaboration, ne serait-ce que pour la formation ou bien l'imprégnation des journalistes dans nos milieux, pour qu'on discute. Parce que nous, on ne refuse pas de discuter. On ne peut pas vous empêcher de parler, parce que vous êtes là pour informer. Et le public a besoin d'être informé. Même nous, on a besoin d'être informés. Mais il y a une façon de faire. Il serait bon que si on pouvait s'asseoir à une table, comme on le faisait avant, discuter, vous montrer comment on travaille, vous nous dites ce que vous attendez de nous, on vous dit ce que vous attendez de nous. On tisse une petite collaboration qui permettra d'avoir une certaine entente entre nous. Ça nous permettrait, on vous laisse travailler. Ça, vraiment, je tenais à vous le dire. Donc, tout est question de crédibilité pour moi. Et une fois qu'on arrive à travailler ensemble, on pourra faire de bonnes choses. Nous, dans l'armée, on ne refuse pas de communiquer. Comme j'ai dit tantôt, c'est qu'il y a une façon de communiquer. Nous, quand on communique, on ne peut pas se lever comme vous. Vous êtes des jeunes journalistes, vous êtes des jeunes, vous êtes sur le terrain, vous êtes partout à la rigueur, à la recherche de l'information, le scoop. Tac, vous téléphonez, il y a quelque chose qui se passe là-bas. Nous, on ne peut pas parler comme ça. Nous, on est obligé de confirmer l'information, de vérifier carrément l'information, avoir même des éléments explicatifs, parce que pour nos chefs, quand on leur donne l'information, il faut qu'on donne des explications et on propose même des solutions pour gérer la crise. C'est ça qui fait que nous, quand on a l'information, ça tarde un peu à sortir. Vous, les jeunes, dès que vous avez quelque chose, vous voulez le scoop, vous l'envoyez. J'étais DIRPA, j'étais ici à Dakar, on nous appelle, je vois dans la presse, un certain Ba, je sais qu'il était de Walfadjri, qui nous disait à Casamance, dans le secteur, ça chauffe, ils sont en train de se bagarrer, ils sont en train de se tuer. Moi, j'ai eu peur, j'ai appelé la zone sud, il n'était pas au courant. J'ai appelé le commandant du secteur sur place, il n'était pas au courant. J'appelle le gars du village, le militaire qui était là-bas, il m'a dit, il n'est pas au courant. J'étais obligé d'appeler le journaliste là pour lui dire, et de faire un démenti et le fait qu'on se fasse des ping-pong aussi, c'est pas bien.
Vous devez faire votre travail, nous devons faire notre travail également. Il faut qu'on s'entende sur les termes. Il faut qu'on s'assoie et qu'on discute. Je crois que c'est très important. Habilitation, ce n'est pas très, très mauvais parce que quand il y a crise quelque part, que ce soit à Dakar, crise politique, que ce soit sur le terrain, même si vous ne le savez pas, il y a toujours un centre opérationnel des opérations. Des fois même, il y a un centre de presse où vous pouvez être accrédité. Un centre de presse où vous pouvez venir être accrédité et suivre les opérations parce qu'il y a des briefings journaliers. Tous les jours, quand on va sur le terrain, on revient, il y a des briefings. Vous pouvez avoir toutes les informations que vous voulez. Et souvent, même si vous êtes habilité ou accrédité, quand vous allez sur le terrain, les forces de défense et de sécurité vous sécurisent, vous amènent en sécurité, vous sécurisent très bien, vous permettent de faire votre travail, prendre les images, faire votre reportage, et on vous sort, vous êtes sur notre responsabilité. Mais quand vous êtes sur nos responsabilités, il faut également accepter de suivre ce qu'on vous demande de faire. Parce qu'une fois que vous êtes sur notre responsabilité, si vous n'êtes pas d'accord également, le problème c'est que le militaire est tenté. Si vous ne suivez pas ce qu'il vous demande de faire sur le terrain, en tout cas la route à suivre, la conduite à tenir, etc., le port du gilet, etc., si vous ne suivez pas ces choses-là, il ne peut pas prendre la responsabilité de vous amener sur le terrain. Et s'il vous voit également en train de faire des choses, je vous le dis honnêtement, je ne vous le cache pas, des choses qui risquent de nuire à son opération, il est tenté de vous exfiltrer et de vous sortir. Et là, on dira qu'on vous a empêché de faire votre travail. Il vous a empêché de faire votre travail parce qu'il veut couvrir également son opération. Que ce soit les militaires, que ce soit les civils, que ce soit la police, etc., il y a des choses qu'ils ne vous laisseront jamais voir pendant l'opération parce que c'est en cours. Parce que ça menace la vie de ces troupes, ça menace les opérations. Mais à part ça, moi j'ai été à la DIRPA pendant 3 ans, je n'ai jamais eu de problème avec la presse, j'ai toujours discuté avec eux, ils m'ont demandé des informations, je leur ai donné les informations au fur et à mesure que je pouvais leur donner. Et ça a bien marché. Donc en tout cas, je vous encourage encore à être crédible, à essayer de vérifier vos informations avant de les passer, pour éviter d'être taxé de ceci ou d'être accusé de cela ou d'être arrêté ou menacé. Moi, c'est en quelque sorte, pour le moment, ce que j'avais à dire. S'il y a des questions de façon, je pourrais revenir plus en détail là-dessus. Très bien, vous avez respecté le temps. Ça, c'est la règle militaire. 15 minutes pile. Merci. Merci. Donc, ça va dans le sens de protéger justement les journalistes dans leur travail. Donc, effectivement, il y a une proclamation constitutionnelle qui dit qu'au Sénégal, le journaliste est libre de faire son travail. Liberté constitutionnelle. Ce n'est pas rien. On dit la République du Sénégal garantit à tous les citoyens l'exercice de la liberté de la presse. Et c'est la Constitution qui le dit. Même si, on l'a dit qu'effectivement cet exercice est soumis effectivement, aux conditions posées par la loi. Mais toujours est-il que le principe est là. Pourquoi c'est difficile toujours de répondre à cette question? Il y a des dispositions du Code pénal et ça me permet justement de répondre à la fois à l'interpellation sur la dépénalisation. Au moment où nous parlons de dépénalisation, c'est vrai que ça a pris longtemps ce débat au Sénégal. Ce n'est pas aujourd'hui que ce débat a lieu. On parle tout le temps de dépénalisation au Sénégal. Ce n'est pas rien, c'est quelque chose de bien que je salue. Mais au lieu de rester sur ça, parce que pour l'instant le pouvoir politique n'est pas très favorable à ça, au lieu de rester sur ça, posons-nous des questions beaucoup plus serrées sur les dispositions pénales elles-mêmes. Je prends l'exemple, par exemple, d'un délit comme la diffamation, comme la diffusion de fausses nouvelles, où il est possible de mettre sous mandat de dépôt un journaliste. Je ne parle pas de dépénalisation. Hein. Le délit de fausses nouvelles, il est possible de mettre sous mandat de dépôt un journaliste. Et c'est le cas de beaucoup de journalistes qui sont en ce moment emprisonnés, qui attendent le procès. D'accord? Et pourtant, ce délit-là, l'élément intentionnel n'existe pas. Qu'est-ce que dit ce délit? Quelqu'un qui diffuse des fausses nouvelles, effectivement, et que l'on constate les conséquences qui sont prévues par la loi, c'est-à-dire que si la fausse nouvelle elle a pour conséquence de jeter le discrédit sur les institutions, de saper la paix publique, eh bien cette personne-là, ce journaliste, qu'il soit de bonne ou de mauvaise foi, il tombe sous le coup de la loi. Qu'il soit de bonne ou de mauvaise foi, il tombe sous le coup de la loi. En France, c'est le contraire. La France, c'est juste un décalque, hein. Notre code pénal, pour bien des délits de presse, c'est juste un décalque du droit français. Mais
la disposition correspondante en France dit, ce journaliste-là, s'il est de bonne foi, il ne tombera pas sous le coup de la loi. Il sera renvoyé des fins de la poursuite. Or, ici, que le journaliste soit de bonne ou de mauvaise foi, c'est juste un exemple que je vous montre, parmi d'autres exemples qui sont là. Je pense qu'on a intérêt, effectivement, parfois, à questionner les dispositions pénales qui sont là, en ce moment, en vigueur, qui s'appliquent à vous, au lieu de rester trop sur la dépénalisation. C'est un débat, comme il l'a dit le doyen, le débat est ouvert. Il y a des gens qui... Moi, personnellement, j'ai fait ma thèse sur la responsabilité pénale des journalistes et les délits de presse. J'ai pris position, et je suis contre le principe de la dépénalisation. Parce que, d'ailleurs, quand le débat s'est posé ici au Sénégal, on a proposé à la place. Parce que l'idée, c'est quoi? C'est de substituer aux peines d'emprisonnement des peines d'amende. L'amende peut venir ruiner les entreprises de presse. Tout dépend de leur montant. Ça peut être beaucoup plus corrosif, ça peut être beaucoup plus liberticide que la dépénalisation. Parce qu'au fond, en droit pénal, qu'est-ce qu'on entend par dépénalisation? C'est juste une baisse de la pression pénale. À chaque fois qu'il y a une baisse de la pression pénale, on note une dépénalisation, désescalade de la pression pénale. C'est tout simplement ça. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire par rapport à cette question. Et puis, deuxième chose, c'est par rapport à... Je voudrais revenir sur justement la question posée par madame, en faisant la différence entre le journaliste professionnel et les gens, les internautes finalement, qui sont sur les réseaux sociaux. La loi ne fait pas de distinction. Le code pénal, que dit le code pénal? Toute personne qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une autre personne, d'accord, est un diffamateur. On n'a pas dit le journaliste ou quoi que ce soit. Dans le code pénal, on ne désigne pas le journaliste. Ça, il faut bien comprendre. Maintenant, la question qui est derrière, c'est l'impunité. Comment on va faire? Parce que le journaliste, c'est quelqu'un qui est dans une rédaction où les gens sont identifiés, normalement. Il y a un directeur de publication, c'est la responsabilité en cascade. C'est facile de les retrouver, de les identifier. Or, l'internaute qui est derrière son écran, devant son clavier, qui est en train de taper, d'insulter, de faire quoi que ce soit, peut-être qu'il y a un problème d'impunité. Mais je vous rassure tout de suite, au Sénégal, l'impunité, il n'y a pas de zone de non-droit. Même cet internaute-là, madame, qui est devant son clavier, qui est en train de taper, ben, cette personne peut se faire attraper. Il y a la section de la cybercriminalité. Aujourd'hui, il y a une obligation de conservation des données de connexion qui pèse sur les prestataires de services. Et l'autorité judiciaire peut justement les enjoindre, donner ces données-là. Et à partir de ces données-là, on peut retrouver effectivement l'identité de ces personnes. Donc, il n'y a pas de zone de non-droit. Même les internautes anonymes qui pensent qu'il est vraiment là sous le coup de l'impunité. Non, c'est faux. Il est possible tout à fait de le punir. Donc, il n'y a pas de différence. Voilà. C'est ce que je voulais... L'aspect économique et la viabilité des entreprises. Les textes, normalement, dans un environnement régulé, j'en connais quelques-uns, quand j'étais, comme on dit, en Occident, notamment en France, avec TV5, vous êtes dans un environnement qui est régulé, où les règles du jeu sont précisées pour l'ensemble des acteurs, et vous avez une sorte véritablement d'équilibre des pouvoirs, où chacun joue sa partition. Il y a quelques années, et je l'ai dit ici au Sénégal, par une sorte d'impertinence, j'ai dit qu'on ne pouvait pas octroyer les licences de radio et de télévision sur le perron de l'avenue Roume du palais présidentiel. Quand on veut véritablement construire un secteur qui soit un secteur, pas seulement qui serve, qui soit un relais, puisque c'est notre mission d'être un secteur transversal, qui appuie toutes les autres politiques publiques. Aucune politique publique aujourd'hui ne peut réussir sans l'apport des médias. C'est clair, net et précis. Quand on vous invite à des manifestations et que vous n'y êtes pas, la manifestation ne commence pas. C'est ça la réalité. Mais ce n'est pas également un secteur dont on se sert comme ça, c'est un secteur qui est économique. Dans beaucoup de pays dans le monde, notamment dans le monde dit développé aujourd'hui, dans le monde émergent, les médias sont de véritables entreprises économiques viables qui font de l'argent, qui gagnent de l'argent, où les jeunes reporters, vos questions que vous posez ne se posent pas, où véritablement il y a un vrai statut des personnels, où il y a des contenus de qualité, où il y a des moyens, il y a des méthodes d'exonération, d'accompagnement des médias de manière générale, et on ne va pas les réinventer.
Nous sommes dans un contexte où, effectivement, y compris le secteur public n'est pas financé correctement, malgré les efforts qui ont été faits ces dernières années, il faut le reconnaître, ne sont pas précisés. On nous parle de quelque chose qu'on prendrait sur les factures d'électricité, etc. Mais comme tous les autres secteurs, le secteur public des médias doit être financé de manière claire, transparente, régulière, indexée au coût de la vie et aux charges de l'entreprise en fonction des mandats qui sont confiés à l'entreprise publique. À côté de ça, il y a les entreprises privées. Aussi privées soient-elles, elles accomplissent des missions de service public. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une seule entreprise dans ce pays privé qui gagne de l'argent. Si elle gagne de l'argent, qui soit en règle avec le fisc, qui soit en règle avec tout au niveau social, etc. etc. Et c'est ça le véritable défi. Et cela n'est possible que lorsqu'on met en place une véritable régulation, une autorité, qui a sans doute sanctionne quand il le faut. Mais son rôle premier, ce n'est pas de sanctionner, c'est d'organiser l'espace médiatique de manière plurielle. Célé l'a dit, mais si on s'y reporte à la Constitution du Sénégal, y compris dès le préambule, les toutes premières phrases, le Sénégal affirme son adhésion à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et je passe pour le reste à tous les autres instruments juridiques internationaux. Donc le respect des libertés fondamentales. Pour que cela soit possible, il faut qu'il y ait des médias forts, des médias viables, des médias qui puissent produire de la qualité. Aujourd'hui, ce que nous produisons sur la plupart de nos chaînes, sur toutes nos chaînes, est-ce que cela répond à de la qualité? Est-ce qu'on ne va pas vers une simple course d'audience? Est-ce qu'en termes d'accompagnement des jeunes que nous prenons dans nos entreprises, est-ce que l'accompagnement y est? Mais on ne va pas demander aux gens de faire des travaux titanesques, etc. Si l'environnement est dérégulé, où il y a plein d'acteurs qui sont là, au détriment de véritables professionnels, où il y a des gens aujourd'hui, c'est bien d'investir, on peut interdire à personne d'investir là où il veut, mais où il y a des gens aujourd'hui qui investissent dans ce secteur-là, mais qui n'ont rien à voir avec la communication, qui ont des agendas et des visions qui sont tout à fait différentes de ce que nous autres professionnels pouvons avoir en termes de passion, de vocation, de partition à jouer au niveau national et international. Mais là, il se pose des questions fondamentales. Donc je pense que véritablement aujourd'hui, la question de la viabilité économique des entreprises de presse se pose au Sénégal. Il faut revoir tout le dispositif de régulation. L'autorité de régulation de l'audiovisuel à l'heure actuelle doit être repensée, reformatée, ouverte à d'autres perspectives en tenant en compte et en faisant des projections sur les 20 prochaines années. C'est possible parce qu'il y a des chercheurs, il y en a un aujourd'hui, il y en a d'autres dans la salle, qui font effectivement de la recherche, qui savent quelles sont les projections dans X années. Il y a 20 ans, quand je faisais le Smart 21 à la RTS, ce qui se passe actuellement, je l'avais prédit et je l'avais dit, je l'avais défini. En faisant les projections nécessaires. On sait ce qui va se passer dans les prochaines années. Comment ça va s'accélérer? Le métier va changer fondamentalement. On n'aura plus besoin de pas mal de choses. Aujourd'hui, y compris jusque dans les téléphones, on pourra le faire. Aujourd'hui, il sera également possible, même avec l'intelligence artificielle, de piquer sur des sites qui sont des sites reconnus et de les utiliser et de faire autrement. Donc quand on est effectivement dans ce contexte, etc., je pourrais peut-être, si j'aurais l'occasion de de revenir sur un certain nombre de choses. Il y a des dispositions internationales auxquelles le Sénégal et d'autres pays africains ont adhéré en termes de maintien de la paix, des liens qu'il doit y avoir entre la sécurité et les hommes des médias, etc. Il y a des manuels qui existent depuis 2013 auxquels nous sommes partie prenante depuis près de 10 ans. Qu'est-ce que nous faisons concrètement pour que cela soit une réalité? Et que cette épée de Damoclès, qu'on met souvent sur la tête des médias, puisse disparaître. Les hommes de médias, de manière générale, je ne dis pas les journalistes parce qu'il y a les techniciens, il y a tout le monde, c'est toute une chaîne, ne sont pas des citoyens au-dessus de la loi. Ils exercent leurs activités dans le cadre de la loi, mais également, il y a des dispositions et des dispositifs qui nous permettent de régler nos problèmes en notre sein. Le CORED en est un exemple. C'est un système d'autorégulation qui, dans un environnement bien pensé, permet d'avoir une autorité de régulation, des autorités d'autorégulation, de voir comment cela fonctionne en le public et le privé, d'avoir des mandats de production, d'avoir des mandats de service public pour qu'on puisse effectivement atteindre les objectifs. Et en faire non seulement un secteur qui accompagne tous les autres secteurs, mais en faire un secteur économique, dynamique, pourvoyeur d'emplois, pourvoyeur de plus-value. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut, au niveau du Sénégal, que nous allions vers d'autres perspectives. Combien de chaînes sont aujourd'hui au-dessus de nos têtes?
de chaînes étrangères qui, y compris dans nos langues nationales, viennent nous trouver sur nos propres territoires, avec nos propres publics, avec les effets induits en termes de publicité, les groupes transnationaux, multinationaux qui sont ici aujourd'hui, en termes de diffusion. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2023, 2024, il faut que nous soyons là pour être diffusés, à ne pas avoir nos initiatives propres pour mettre nos forces ensemble et être nous-mêmes des diffuseurs et créer des plateformes qui sont pourvoyeuses de revenus. Le Nigeria, avec des collaborations avec Netflix et d'autres, arrive à le faire, mais je pense que nous pouvons effectivement avoir cette capacité de faire les choses autrement. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut véritablement sortir un peu de la logique de sanctionner, punir, etc. Je pense que les assises des médias qui vont être convoquées, en tout cas je l'espère, et j'invite les autorités publiques, en commençant par le chef de l'État, à accélérer la procédure et le processus. Beaucoup de questions qui aujourd'hui se posent au niveau des médias peuvent trouver leur résolution dans ces assises des médias. Quand nous disons assises des médias, et le CAP le dit de manière très claire et nette, c'est de manière inclusive. Qu'il y ait toutes les parties prenantes, pas seulement les géants des médias, la société, les chercheurs, les associations, les syndicats, les partis politiques, tout le monde puisse être là, de manière inclusive, nous puissions réfléchir sur qu'est-ce que doivent être les médias au Sénégal. Je pense que du point de vue du rayonnement culturel du Sénégal, de notre histoire, de notre développement, de notre place sur l'échiquier international, le Sénégal a une carte essentielle à jouer en termes aujourd'hui de, j'allais dire, de plateforme, de carrefour culturel dans lequel les médias joueront pleinement leur rôle, des médias libres, responsables, transparents, dynamiques et qui contribuent à élever un peu, comment dire, la plus-value dans ce pays et qui sont des parties prenantes de l'émergence aujourd'hui. Si aujourd'hui le pétrole et le gaz sont le carburant de l'émergence, les médias en seront le catalyseur. Merci beaucoup, Makhtar. Les confrontations, ce n'est pas mon genre. Les problèmes des documents confidentiels qu'il mentionne, je suis sûr et certain que c'est très certainement les documents confidentiels au niveau de l'État, ce n'est pas grave. Les documents confidentiels, pour comprendre ce que c'est un document confidentiel, il faut lire, je vous invite à lire les principes de Tchouané en Afrique du Sud. Tout a été dit là-dedans. Le problème, c'est qu'au Sénégal, nous, moi, Sénégalais, je sais que nous, on ne lit pas beaucoup des fois. Ça vous fait des erreurs. Quand vous lisez exactement les documents qui sont en vigueur, qui sont sur la place, vous comprendrez beaucoup de choses. Les principes de Tchouané en Afrique du Sud reviennent de long en large sur la liberté de presse. Les documents à divulguer, à ne pas divulguer. Si le Sénégal n'a pas pris part à cet homme également, je vous invite, vous, les journalistes, vous avez un grand rôle à jouer dans la démocratie sénégalaise. Je sais que vous n'êtes pas des politiciens, mais vous pouvez, de par vos opinions, vos reportages crédibles, etc., vous pouvez en tout cas impacter positivement l'opinion publique pour que cette opinion publique fasse voter par ses élus au niveau de l'Assemblée les lois qu'il faut faire voter pour changer les choses. Comme on a dit, on a besoin d'une société démocratique. Et pour avoir une société démocratique, il faut que cette société-là soit bien informée, de façon crédible encore, pour pouvoir orienter les actions du gouvernement. Si on n'agit pas sur les actions du gouvernement, on laisse le gouvernement faire ce qu'il veut, ça ne peut pas marcher. Comme je voulais vous dire tout à l'heure, un gouvernement ne peut pas invoquer de façon définitive, de façon indéterminée, ne pas évoquer cette notion de sécurité de défense, secret de défense. Ce n'est pas possible. Il y a une durée, je vous ai parlé de la classification, il y a une durée de classification de ces documents-là. Une fois la durée dépassée, les documents sont déclassifiés. Quels sont les documents classés défense ou secret de défense, etc. Je suis sûr et certain que beaucoup d'entre nous ne savent même pas de voir quels sont ces documents. On nous dit, j'ai tapé quelqu'un, on veut secret de défense. Non, ça, ce n'est pas un secret de défense. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, les informations qui ont un intérêt particulier pour le public, que le public doit savoir, à un certain moment même, vont au-delà de questions de secret de défense. Il faut voir ce que c'est qu'un document estampillé secret de défense, parce que le plus souvent, on l'évoque, mais ce n'est pas exactement ça. Et à force d'abuser avec secret de défense, l'État même peut saper les principales protections institutionnelles, telles que l'indépendance de la justice,
peut-être impacté, à force de parler de secret défense, le juge étant dans le coup peut ne plus jouer son rôle, l'indépendance de la justice est bafouée, l'état de droit est bafoué parce que les gens ne verront plus quels sont leurs droits, et c'est un droit à secret défense, on ne vous dit pas. Tout ça, c'est des choses qui ne font pas partie du jeu démocratique. Dans une société, dans notre société, ce que je peux vous dire, toute personne, fonctionnaire ou non fonctionnaire, surtout les personnes non fonctionnaires comme vous, toute personne fonctionnaire ne doit pas pouvoir être sanctionnée pour la réception d'un document, la possession ou la divulgation au public d'informations classifiées. Ça, c'est les principes de Tchouané en Afrique du Sud. On a le droit de chercher l'information, on a le droit d'informer. Mais cela ne veut pas dire aller jusqu'à voler ou casser ou faire quelque chose pour trouver l'information. Aller défoncer des bureaux pour trouver l'information, ça c'est condamnable. Mais rechercher journaliste pour trouver l'information et normalement, on ne doit pas vous causer des problèmes. Si les problèmes maintenant persistent, ça se cause également ici, jouez votre rôle, informez le public, l'opinion publique, que cette opinion publique prenne ses responsabilités et fasse voter les lois qu'il faut faire voter pour protéger les journalistes. Vous pouvez... Quand on parle de... Moi, quand j'ai fait DIRPA pendant 3 ans, en tant que directeur. Avant même, j'étais 3 ans de directeur à 2007. Je n'ai jamais eu un problème avec la presse, ni de démenti, ni de contre-vérité, parce que je collaborais et ils collaboraient avec moi très bien. Ce que j'ai fait, c'était très simple. Quand j'ai pris la DIRPA, moi, je vous le dis, j'ai invité, première action, j'ai invité les organes de presse à m'envoyer des représentants à l'état-major pour qu'on discute carte sur table. Comment on doit travailler. Je sais que vous devez informer, je sais que j'ai des choses que je ne peux pas donner à temps, etc. On a discuté, on a mis la carte sur table et tout le monde a compris les jeux et on a travaillé. On a fait des séances d'imprégnation dans les camps pour former les gars. Ce n'est pas pour les corrompre, non. Quand on va sur le terrain, vous comprendrez mieux comment on agit, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Nous, on ne vous amène pas sur le terrain pour vous dire faites ça ou faites ça, non. Mais on vous dira quand même, mettez le casque. Si vous venez avec nous, on vous dira mettez le casque. Restez à l'arrière pour éviter des problèmes parce que vous êtes sous notre responsabilité quand on vous amène en caravane de presse sur le terrain, vous êtes sous notre responsabilité. Maintenant, le journaliste qui ne veut pas aller avec nous, pas aller. On n'a jamais interdit. Allez-y, le fait que c'est votre affaire. Mais je crois que quand vous êtes avec l'armée, que ce soit avec l'armée sénégalaise ou les Nations Unies, à partir du centre de presse, on fait une délégation, on fait un convoi, on vous escorte pour votre propre sécurité. On va, on revient, mais on ne vous dit pas faites ça, sortez ça. Comme monsieur a dit tout à l'heure, vous êtes journaliste, de par votre déontologie, dites ce que vous avez à dire, mais quand même, soyez prêts à justifier si jamais on vous demande de justifier. Si vous ne voulez pas justifier également, assumez vos responsabilités, faites votre métier. Nous, notre métier, on va en guerre, on meurt, on connaît, on sait qu'en tant que militaire, il y aura des morts. On le sait. En guerre, il y aura des morts. Qui mourra, je ne sais pas. C'est nos responsabilités. On a signé pour ça. Vous, journalistes également, vous avez signé pour votre travail de journaliste. Donc, assumez vos responsabilités. Mais je vous dis seulement, je vous donne des conseils. Quand vous travaillez avec les gens, nous, moi en tout cas, je n'ai jamais dit à un journaliste, faites ça, faites ça. Je les brief. Je peux les briefer avant le déploiement sur le terrain. Vous êtes libre de prendre mon briefing, vous êtes libre de prendre mon dossier, vous êtes libre de ne pas le prendre. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez avec votre plume. Mais en tout cas, ma responsabilité, une fois que vous êtes avec nous et que vous partez avec nous sur le terrain, comme à l'opération Kadialok au nord de Bignona, quand on avait détruit les bases de Salif Sadio, la presse était venue, j'étais là-bas. On les a amenés visiter, prendre des photos, etc. Là, vous êtes sur nos responsabilités. On va vous dire, ne passez pas là, parce qu'il y a des mines. Attention aux mines ici, passez par là. Si vous ne respectez pas ça, nous, on est obligé de vous sortir sur le terrain, parce que si vous mourrez là-bas, vous êtes sous nos responsabilités. Maintenant, si vous partez par votre propre initiative, vous êtes libre de faire. Allez faire vos enquêtes, faites ce que vous voulez. Très bien. Mais même, je vous dis encore, même à l'ONU, quand vous allez sur le terrain, les gens vous amènent sur le terrain. Regardez en Ukraine, je vous le répète encore aujourd'hui, en Ukraine, les journalistes LCI, France 24, etc., qui vont sur le terrain, ils vont avec des troupes, que ce soit des troupes russes ou bien des troupes ukrainiennes. Mais ils suivent l'itinéraire qu'on leur demande de suivre. Ils font le reportage maintenant comme ils veulent le faire. On ne peut pas vous demander, si vous faites ce qu'on vous dit de faire exactement, de façon partielle, c'est votre affaire. Vous devez rester crédible, je vous l'ai dit tout à l'heure, crédible, avoir des informations correctes, avoir les preuves qu'il faut pour les étayer, etc. Les sources, gardez vos sources, on ne vous frappera jamais pour vous demander une source. Moi, en tout cas, je ne l'ai jamais fait. Je n'ai jamais payé un journaliste pour dire quoi que ce soit. Et quand j'ai quitté, au bout de 3 ans, si vous le voulez bien, demain, je vais vous envoyer tous les témoignages que la presse m'a envoyés pour nous féliciter pendant 3 ans. Je n'ai jamais eu, même Djamakoun,
Même le MFDC ne m'a jamais contredit quand j'ai parlé. Parce que quand j'ai parlé, je disais exactement la vérité vérifiable. La vérité vérifiable. Sur le terrain, il n'y a rien à cacher. Quand il y avait des opérations qui se passaient au Soudan, vous pouvez demander à Ndeye Fatou Si, vous pouvez demander à Antoine Diouf, vous pouvez demander à certains journalistes, Jean Messa, il n'est plus là malheureusement. Quand il y avait des... Moi, je les appelais, je leur donnais l'information avant qu'ils ne soient même au courant. Mais je leur donnais l'information à chaud et je leur dis, je vous reviens, je vais chercher des compléments d'information. Mais avant que vous ne l'entendiez ailleurs, il se passe quelque chose au Soudan. Nos troupes sont en train... sont dans une ambiance, etc. Je reviens pour les chiffres, etc. Je vais chercher les informations. Mais je préfère leur dire ça avant qu'ils ne disent autre chose. La presse est allée jusqu'à dire au général Fall qu'ils ont tellement d'informations avec le colonel Wardini qu'ils n'ont même plus besoin de chercher. Et pourtant, je n'ai pas menti. Donc, une bonne collaboration vous permettra de faire votre travail très correctement. Mais comme le monsieur a dit tout à l'heure, si vous faites ce que je vous dis sans faire ce que vous devez faire de par votre démontration, c'est que vous êtes fautif. Faites votre travail, mais nous, on va vous faciliter le travail, on vous amènera sur le terrain, on vous montrera par où passer, on vous protégera et on vous ramènera en bas arrière. Si vous ne voulez pas, vous pouvez aller de votre progrès, ça, on ne vous dira pas autre chose. Voilà en quelque sorte ce que j'avais à dire sur la question. Alors, comme vous avez... La différence entre journal professionnel et réseaux sociaux, moi je ne crois pas. Je ne crois pas, je ne vois pas... Moi, j'ai été dire pas, et dans l'armée, vraiment, l'information, nous, on fait du monitoring de l'information. Toute information qui sort, on fait le monitoring, on essaie de l'analyser, voir d'où ça vient et essayer de vérifier le point de départ, la source, etc., pour avoir quelque chose de très correct. Vous savez, aujourd'hui, avec la globalisation, ce monde atomisé par la presse, les mamans, les papas, les cultivateurs même en Casamance ont le téléphone et tac, ils envoient. On ne peut pas contrôler cette information. Les informations vont passer, qu'on le veuille ou non. Mais c'est à nous maintenant, en tout cas au niveau de l'armée, nous, toute information qui sort, que ce soit d'un journaliste, que ce soit d'un paysan sur le terrain, que ce soit d'une personne tierce, on prend en compte et on essaie d'étudier pour vérifier. Et on prend le temps de les vérifier avec nos éléments sur le terrain. Parce que nous, on a des éléments déployés sur tout le terrain. Donc, partout où ça se passe, on a un secteur ou un commandant de secteur qui pourrait aller voir. Donc, ça prend du temps, aller voir, vérifier et nous informer avant qu'on vous dise quoi que ce soit. Merci, colonel. Ma liberté journalistique, colonel. C'est la loi, c'est le code pénal. Je voudrais donc... on ne peut pas clôturer sans revenir sur le commentaire et les conseils de notre ami Mademba. Et il vous a bien précisé que libre à vous de suivre ses conseils, mais que vous devez être prêt à en assumer les conséquences. En tout cas, nous remercions le CORED pour cette belle initiative, la CAP, le CORED, la CAP et toutes les associations partenaires. Je vois que toutes les associations sont représentées ici, hein, le SENPIX, ancienne, nouvelle génération, les jeunes reporters, je crois. Excusez-moi, ça fait longtemps que je ne suis plus dans le milieu et j'ai un peu des trous de mémoire, comme on dit. Et avec l'âge, ça ne s'arrange pas. Nous avons pu faire le tour avec Dr Seck, colonel Wardini, Maktar Sylla, le tour de la problématique sécurité nationale et liberté de presse. Non sans rappeler que la liberté d'expression était un droit fondamental, si ce n'est le droit fondamental, hein, puisqu'il est placé en première position, comme on l'avait dit tout à l'heure, et Dr Seck confirme. Donc on a pu explorer le droit, les textes consacrés à cette liberté d'expression au Sénégal, avec la Constitution qui consacre ce droit. Ensuite, le colonel Wardini a beaucoup insisté sur l'équilibre entre les impératifs de la sécurité nationale et l'exercice de la profession. Et vous-même, dans vos questions, vous avez repris ces problématiques. Et enfin, dans les questions aussi, Maktar Sylla a pu préciser sa pensée sur le rôle des entreprises de presse qui sont un véritable acteur économique et en même temps qui garantissent la liberté d'expression et des autres droits fondamentaux. Lorsqu'on a un modèle de médias économiquement viable, par voie de conséquence, on arrive
à remplir les obligations liées à tous les autres droits. En tout cas, chers panélistes, je vous remercie. Cher public, majoritairement composé de journalistes et de jeunes journalistes, ça fait plaisir hein, de voir autant de jeunes qui nous rejoignent dans cette profession. Je vous dis un grand merci et puis bon courage.